Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique dañuy maye ay bourses? Waaw, dañuy maye ay bourses. Fantech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.santechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain. Bonjour et bienvenue dans notre formation sur la création d'entreprise. Cette séquence s'inscrit dans un parcours permettant de maîtriser les principales problématiques liées à l'entrepreneuriat. Notre centre a pour objectif de rendre accessibles des formations à forte valeur ajoutée sur des thématiques précises tout en facilitant l'apprentissage. Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de vos compétences en la matière, mais aussi d'aborder toutes les problématiques et les pièges à éviter en tant que chef d'entreprise. Je suis entrepreneur, j'ai ouvert ma boîte, j'ai monté ma start-up. Combien de fois avez-vous entendu ces mots avec parfois une petite pointe d'envie? Si vous suivez ce module, c'est que les sirènes de l'entrepreneuriat ne vous ont pas laissé indifférente, et que vous avez déjà décidé de franchir le pas. Au-delà du titre gratifiant de chef d'entreprise qui sera probablement un jour ou l'autre mis en avant sur votre profil LinkedIn, créer son entreprise, c'est vous fixer des défis et des objectifs à relever. Prendre des décisions quotidiennes pour améliorer et développer votre activité. Faire des erreurs, parfois. Apprendre de ces erreurs, beaucoup. Bref, créer son entreprise, c'est avant tout une belle aventure humaine. Je sais que ce n'est pas de tout repos, qu'il y a 1000 choses à penser pour bien se lancer et pour s'épanouir dans son activité. Pourquoi je le sais ? Eh bien, je le sais car au-delà de mon activité de formatrice, d'investisseur immobilier et mon expérience professionnelle de plus de 20 ans en développement commercial et management pour le compte de plusieurs groupes agroalimentaires internationaux, j'ai moi aussi sauté le pas de l'entrepreneuriat il y a quelques années en créant une start-up innovante dans l'univers du tourisme d'aviation de loisirs. Et croyez-moi, avoir créé une entreprise ayant pour but de développer les vols de loisirs en pleine période d'aviation bashing et juste avant le contexte Covid qui a mis le tourisme mondial en berne, m'a exposé à de nombreuses problématiques imprévues, avec pour conséquence le frein brutal du développement de mon business. Comme beaucoup à cette période, il a fallu que je fasse preuve de résilience, que je trouve des idées nouvelles pour assurer la pérennité de mon entreprise. En cette période compliquée, j'ai moi aussi eu des hauts et des bas au moral, mais j'ai surtout eu la chance d'être bien entourée, de pouvoir m'appuyer sur mon réseau et également d'avoir eu une gestion rigoureuse sur l'aspect financier pour passer ce cap difficile. Et cela m'a permis très vite de reprendre pied lorsque la situation sanitaire de notre pays s'est améliorée. J'ai ainsi pu poursuivre le cap fixé malgré les vents contraires et j'ai aussi beaucoup appris de mes erreurs d'entrepreneur débutante. Le contenu que nous vous proposons dans ce parcours aborde de nombreuses thématiques qui vous seront utiles dans votre vie d'entrepreneur. Ce contenu est enrichi de mon expérience, certes, mais pas seulement. Elle aborde également plusieurs retours d'expérience d'autres entrepreneurs et s'appuie sur notre connaissance en neurosciences qui nous permet de construire des formations de la manière la plus efficace possible tout en maintenant un tarif attractif. Pendant la formation, vous aurez accès à une rubrique commentaires qui sera partagée avec l'intégralité des apprenants. Dans ces commentaires, faites-nous part de votre ressenti, de vos remarques, de vos critiques, de vos questions, de manière à enrichir ces modules. Ce sont vos réactions qui nous permettront d'améliorer notre contenu et de délivrer des formations en constante amélioration. Lors de votre apprentissage, vous aurez accès à d'autres modules avec des coûts réduits pour compléter votre formation. Alors, prêt, prête
à découvrir les secrets des meilleurs entrepreneurs pour vous lancer, accélérer et développer votre business tout en gardant le cap malgré les aléas rencontrés? Je vous propose de démarrer par une série de vidéos introductives sur la création d'entreprise. C'est parti! La création d'entreprise. L'idée. Créer une entreprise, c'est bien, mais sans idée, c'est compliqué. L'idée constitue la clé de la réussite de votre entreprise. Il faut garder à l'esprit que le principal est de choisir un projet qui vous plaît et pour lequel vous souhaitez vous investir. Par ailleurs, la réussite est synonyme en pratique de rentabilité. Votre idée doit répondre aux besoins du marché. Alors comment savoir si votre idée sera rentable ? Voici quelques éléments clés qui vous aideront à vous poser les bonnes questions. La première question que l'on peut se poser, c'est quelle est la solution apportée ? Quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez exercer votre activité, une bonne idée est une idée qui répond à un besoin des consommateurs non assouvi par le marché actuel. Par conséquent, pour valider une idée, il est primordial d'analyser les besoins des potentiels consommateurs. Quels produits ou services pourraient améliorer leur quotidien ? Pour ce faire, concentrez-vous sur vos propres expériences ou sur celles de vos proches ou encore celles des personnes évoluant dans le secteur visé. Existe-t-il des produits ou services similaires sur le marché ? Il est primordial d'analyser la concurrence lorsque vous cherchez une idée. En marketing, on appelle ça un benchmark. Analysez le marché sur lequel vous souhaitez vous implanter qui correspond à votre produit ou votre service. Étudiez les offres similaires, les prix exercés sur le marché, etc. Autre question à se poser, c'est quelle est la cible de votre offre ? Souhaitez-vous vous adresser aux consommateurs en B2C ou aux entrepreneurs ou organisations en B2B ? Si vous avez la réponse à cette question, vous pouvez commencer à construire votre business plan. Autre question très importante à vous poser, votre idée est-elle rentable ? Cette question déterminera la faisabilité de votre futur projet. Avant de se lancer, il est nécessaire de prévoir l'ensemble des dépenses qui devront être prises en charge. À quel prix doivent être vendus vos produits ou services pour pouvoir payer les charges et à minima dégager une rémunération ? Avez-vous droit à des aides financières ? Autre question à vous poser, quel est votre projet d'entrepreneur ? Le plus important reste tout de même de vous demander ce que vous désirez entreprendre. Pourquoi et comment ? Qu'est-ce qui vous stimule au quotidien ? Voulez-vous entreprendre seul ou à plusieurs ? Souhaitez-vous innover ? Vous êtes le maître de votre destin et nous sommes là pour vous aider à y voir plus clair en vous donnant toutes les bonnes astuces pour bien démarrer. Ça y est, vous avez décidé de vous lancer et d'entrer dans la fabuleuse aventure de l'entrepreneuriat. Je me souviens lorsque j'ai franchi le pas en 2019 en créant une start-up innovante, après avoir quitté un job confortable dans un grand groupe international que vous connaissez sûrement, Coca-Cola. Dans les premiers temps, je me sentais enjouée pour la moindre tâche à accomplir. Tout simplement parce que chaque action avait du sens. Choisir la forme juridique de mon entreprise, réaliser les formalités administratives, penser mon site internet, caler l'aspect financier, pitcher pour convaincre des futurs partenaires, démarcher mes premiers clients. Tout avait une saveur incroyable. Mais avant de vivre ces instants, s'est posée la question du statut. Allais-je créer une structure juridique indépendante ou me lancer en tant qu'auto-entrepreneur pour commencer et tester mon activité ? Car en effet, vous avez deux options pour vous lancer. Vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur ou créer une structure juridique, voire une structure juridique indépendante. Que ce soit en tant qu'auto-entrepreneur ou en créant une société, plusieurs formalités plus ou moins fastidieuses sont à accomplir. Nous allons ensemble les parcourir. Comment se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ? Pour devenir auto-entrepreneur, les démarches sont particulièrement simples et rapides. Il suffit de remplir un formulaire, rassembler quelques pièces justificatives et de transmettre l'ensemble au Centre de formalité des entreprises, le CFE. Quel est le formulaire à remplir ?
Il s'agit du formulaire P0 Auto-entrepreneur. C'est un document administratif qui permet à une personne de déclarer le lancement d'une activité sous le régime de la micro-entreprise. Quand remplir ce formulaire? Le formulaire doit nécessairement être complété dans le mois qui précède le début d'activité ou au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de début d'activité. Quelles sont les pièces à fournir? En principe, le formulaire doit être accompagné d'une seule pièce justificative, une photocopie de votre pièce d'identité. La photocopie doit être signée et comporter la mention « Je certifie sur l'honneur l'exactitude de cette pièce justificative, fait à la ville, la date ». Par ailleurs, en fonction de la nature de l'activité que vous exercez, des pièces complémentaires peuvent vous être demandées. Par exemple, une déclaration de non-condamnation, un justificatif de domicile, un diplôme justifiant une certaine qualification. Où envoyer ces documents? Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous devez l'envoyer au centre de formalité des entreprises, le CFE compétent selon votre activité. Soit à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie pour les activités commerciales, soit à la CMA, la Chambre des métiers et de l'artisanat pour les activités artisanales ou activités artisanales et commerciales, ou alors à l'URSSAF pour les activités libérales. Que se passe-t-il une fois le dossier transmis au CFE? Une fois que vous aurez transmis le dossier à l'administration, vous recevrez votre numéro de SIRET d'auto-entrepreneur et votre code APE. C'est un code à 4 chiffres et une lettre. Dès lors, vous pouvez commencer votre activité. Comment se lancer en créant une société? Créer sa société exige l'accomplissement d'un certain nombre de formalités juridiques et administratives qui peuvent être compliquées si vous ne faites pas appel à un accompagnement juridique. Aussi, selon le statut que vous choisissez, les formalités peuvent être différentes. Parcourons les étapes classiques de création d'une société. L'étape numéro 1 est tout d'abord la rédaction des statuts de la société. Selon la forme juridique choisie, la rédaction de vos statuts peut être strictement encadrée par la loi SARL et EURL, ou au contraire très libre, SAS et SASU. Plus qu'un document obligatoire, il s'agit de la loi de votre société qui définit son fonctionnement et lui donne vie. L'étape 2 est le dépôt de capital social à la banque. Vous devez déposer des fonds sur un compte bancaire et ces fonds constituent le capital de votre société. On dit alors que votre société est en cours de formation. L'étape numéro 3 est la publication d'une annonce légale. Afin de rendre la création de votre société publique aux yeux de tous, vous devez publier une annonce dans un journal d'annonce légale. L'étape numéro 4 est la signature des statuts. Lorsque vous signez vos statuts, vous devez régulariser l'ensemble des engagements que vous avez pris pour le compte de la société en cours de formation, frais de création, signature d'un bail pour un local, etc. L'étape numéro 5 est l'envoi de votre dossier au greffe du tribunal de commerce compétent pour immatriculer votre société. Ce dossier est composé d'un certain nombre de documents qui peuvent varier selon la forme de la société choisie. Cette étape est primordiale car une société doit impérativement avoir réalisé les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le fameux RCS, pour exister juridiquement. Bon à savoir, votre dossier peut être refusé suite à une erreur, documents manquants, erronés, etc. Dans ce cas-là, des frais supplémentaires peuvent être demandés. Et après l'envoi du dossier au greffe, que se passe-t-il? L'envoi du dossier entraîne l'immatriculation de la société. Vous recevrez plusieurs éléments indispensables à votre activité. Un numéro de SIRET, un code APE, un numéro de TVA intracommunautaire selon le type de société choisie et un cabis de votre société, c'est-à-dire la carte d'identité de la société. C'est à partir de ce moment-là que vous pourrez commencer votre activité et facturer vos clients. Ensuite, en fonction de la nature de votre activité, quelques formalités post-création d'entreprise auprès de la Chambre de commerce et d'industrie ou de la Chambre des métiers et de l'artisanat seront sûrement encore nécessaires. Quelles sont les formalités spécifiques de création d'une SAS ou d'une SASU? La spécificité de création d'une SAS ou d'une SASU concerne principalement la rédaction des statuts qui suit des règles propres. Il s'agit d'une étape importante car la SAS et la SASU offrent à ses créateurs une grande liberté
dans leur rédaction des statuts. Il est donc primordial de prévoir les règles gouvernant votre société et de couvrir les situations susceptibles d'arriver au cours de la vie de votre société afin d'éviter toute modification ultérieure. À ce titre, les statuts doivent comporter plusieurs mentions. La dénomination sociale de votre société, son nom, le capital social, la forme juridique, SAS ou SASU, l'objet social, le nom des associés, l'adresse du siège social, la répartition du capital entre les associés et enfin, le choix de votre exercice social. Quelles sont les formalités spécifiques pour créer une SARL ou une EURL? Avant la création d'une SARL ou d'une EURL, gardez à l'esprit qu'elles sont très encadrées par la loi. Plus particulièrement concernant l'étape 1 de rédaction des statuts de la société. De nombreuses règles de gestion sont imposées. Sont obligatoires notamment la nomination d'un gérant de SARL et la détermination des modalités de prise de décision en assemblée générale dans les statuts. De ce fait, un certain nombre de règles fixées par la loi doivent être prises dans les statuts. Les associés de SARL ne peuvent pas prévoir les dérogations dans les statuts. Ils disposent donc d'une faible marge de manœuvre quant à la définition du fonctionnement de leur société. Bon à savoir, en complément des statuts, il est recommandé de rédiger un pacte d'associés afin d'organiser davantage les relations entre les associés de SARL et limiter les risques de conflits internes. S'agissant de l'étape 2, dépôt du capital social, les associés d'une SARL devront déposer immédiatement à minima 20% du capital social et procéder à un versement échelonné sur 5 ans pour le capital restant. Le dépôt de capital doit avoir lieu avant la signature des statuts. Pour autant, la libération du capital de la SARL aura lieu après son immatriculation. Il est important de comprendre que toutes les formalités pour créer une SARL requièrent du temps et engendrent des coûts. C'est pourquoi il est primordial de se faire accompagner par un professionnel ou de posséder les compétences juridiques nécessaires pour rédiger des statuts conformes à la loi. Les services indispensables. Choisir un lieu pour baser votre entreprise, sélectionner votre banque, votre assurance ou votre mutuelle, vous aurez, en tant que nouveau dirigeant, plusieurs décisions à prendre et partenaires à sélectionner pour assurer le meilleur lancement à votre entreprise. Choisir un lieu pour le siège social. Le siège social d'une société correspond tout simplement à son domicile juridique, son adresse administrative. Le siège social est l'adresse officielle qui figure sur l'extrait cabis de votre société et qui doit être mentionnée sur toutes vos factures et tous vos courriers. C'est souvent à cette adresse que l'Assemblée générale des associés, en SAS ou en SARL, se regroupe pour prendre des décisions importantes. Au-delà de la signification même du siège social, le choix n'est pas anodin car plusieurs conséquences juridiques en découlent. Le siège social détermine par exemple la nationalité de l'entreprise ou encore le tribunal compétent en cas de litige pour certains contentieux. En pratique, plusieurs options sont disponibles pour fixer le siège social d'une entreprise. Une domiciliation au domicile personnel. Le siège social doit être fixé au domicile du représentant légal de la société et ne peut pas être fixé au domicile d'un simple associé. En pratique, c'est le choix le plus courant chez les entrepreneurs. Il y a aussi l'option d'une domiciliation dans un local commercial. La société doit conclure un bail commercial ou acquérir un local pour son activité. Cette option est particulièrement adaptée pour une activité de vente ou de restauration qui nécessite l'accueil de clients. La domiciliation auprès d'une société. Il existe des sociétés qui sont agréées pour servir de siège social à d'autres sociétés. Cette option présente plusieurs avantages, notamment la confidentialité du domicile personnel de l'entrepreneur. De plus, sachez que vous avez la possibilité de choisir une adresse prestigieuse pour votre société. Cette stratégie peut s'avérer payante auprès notamment de certains prospects et partenaires. La domiciliation en pépinière d'entreprise. Les pépinières d'entreprise sont un bon moyen de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
tout en bénéficiant d'un accompagnement et de conseils dans le lancement de votre activité. Une pépinière d'entreprise est une structure d'accueil pour les porteurs de projets d'entreprise qui permet de domicilier son entreprise, de partager des locaux et certains matériaux, de multiplier les rencontres et ainsi de développer son réseau de partenaires. La domiciliation peut s'avérer un véritable choix stratégique. Une fois qu'on a déterminé l'adresse à laquelle on désire implanter son entreprise, cette adresse doit être déclarée au Centre de formalité des entreprises, le CFE. Une société n'a qu'un seul siège social, c'est le lieu de direction de la société. Toutefois, l'activité d'une société peut tout à fait s'exercer ailleurs. Il est d'ailleurs assez fréquent que le siège soit en réalité une simple boîte aux lettres. À ce titre, une société peut avoir plusieurs établissements ou lieux d'exploitation, concepts qui ont une signification différente. Comment distinguer siège social et établissement ? Voici un éclairage sur les définitions de ces deux concepts, pas toujours évident à distinguer pour un non-juriste. Alors que le siège social est considéré comme le domicile de l'entreprise, un établissement principal est entendu comme lieu d'exploitation commerciale. Il est rattaché à l'activité de la société, contrairement au siège social. Le lieu de l'établissement principal peut être le même que celui du siège social, mais ce n'est pas une obligation. À ce titre, l'entrepreneur peut décider d'exercer son activité commerciale dans un local différent. Un établissement secondaire est distinct du siège social ou de l'établissement principal. C'est un autre lieu d'exploitation de l'activité de l'entrepreneur inscrit dans un greffe différent que l'établissement principal. Le choix de la domiciliation de votre structure impacte le montant de votre cotisation foncière des entreprises, le CFE. Contactez la mairie de la commune où vous souhaitez domicilier votre structure pour connaître votre taux de CFE. Trouver un partenaire bancaire, ouvrir un compte bancaire, est-ce vraiment une obligation? Oui. Même pour les micro-entreprises? Oui et non. En vous déclarant sous le régime de la micro-entreprise, vous n'avez l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité qu'à partir du moment où votre chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10 000 € durant 2 années consécutives. Pour autant, il est préférable d'ouvrir un compte bancaire dédié, même en dehors de ces montants, pour permettre à l'administration de distinguer clairement vos transactions personnelles de celles liées à votre activité. Mais qu'en est-il de la nature du compte bancaire ? Contrairement à ce que certains pensent, vous n'avez pas l'obligation d'ouvrir un compte bancaire professionnel. L'ouverture d'un simple compte courant est en pratique amplement suffisant. En effet, gardez à l'esprit qu'un micro-entrepreneur facture et dépense en son nom propre. Bon à savoir, renseignez-vous sur vos possibilités auprès de votre banquier, car certaines banques refusent en pratique d'ouvrir un simple compte courant pour une activité professionnelle. Comment cela se passe-t-il pour les sociétés? Lorsque vous créez une société, elle est dotée d'une personnalité juridique propre. Vous et votre société êtes deux personnes juridiques distinctes. Vous avez votre compte bancaire et votre société doit avoir le sien. C'est sur ce compte que seront déposés les fonds qui constituent le capital social de la société. D'ailleurs, sans une attestation prouvant que vous avez bien ouvert un compte bancaire au nom de la société et déposé les fonds, en partie, le greffe n'acceptera tout simplement pas de procéder à l'immatriculation de votre société. Comment choisir une banque pour sa société? Maintenant que vous savez que vous n'échapperez pas à l'ouverture d'un compte bancaire, encore faut-il choisir le type de banque qui conviendra à vos besoins. Les banques traditionnelles bénéficient d'un large réseau d'agences et d'une connaissance de terrain. Il est possible d'être suivi par un conseiller et de demander des prêts plus facilement. Cependant, leurs tarifs sont généralement élevés et les procédures lourdes. Les néobanques proposent un produit 100% online, en ligne. L'ensemble de votre activité peut être géré depuis votre ordinateur ou votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez notamment ouvrir votre compte puis le gérer depuis chez vous. La contrepartie de ces offres est l'absence d'agences bancaires ainsi que l'impossibilité d'encaisser des espèces. Trouver son assurance ou sa mutuelle. Quelles obligations pour les entrepreneurs quant au contrat d'assurance?
Lorsqu'on crée son entreprise, la souscription de certains contrats d'assurance est une étape indispensable, voire obligatoire dans certaines situations. Les assurances portent en particulier sur 3 grandes catégories. L'assurance de biens, matériel, outils, bâtiments, stocks, etc. L'assurance de l'activité, dommages dans le cadre professionnel pouvant engendrer la responsabilité civile, environnementale, voire juridique. L'assurance de personnes, protection sociale, retraite, déplacement, etc. Le fait d'assurer son activité est essentiel à l'entrepreneur. Il s'agit principalement de la responsabilité civile professionnelle, RC Pro ou RCP. Ce contrat d'assurance protège votre entreprise contre les dommages commis dans le cadre de votre activité professionnelle. Si votre entreprise, par le biais de l'un de vos salariés ou par votre intermédiaire, commet une faute qui cause un dommage à un tiers, l'assurance prend en charge l'indemnisation de la victime. Toutes les activités sont concernées par cette assurance. Quel secteur a l'obligation de souscrire à une assurance RC Pro? Par exemple, les experts comptables, les agents immobiliers ou agents généraux d'assurance ont l'obligation de souscrire à une assurance de responsabilité civile. Le chef d'entreprise peut également souscrire à des assurances de personnes qui vont le protéger. L'assurance santé, remboursement des soins, l'assurance retraite, constitution d'un capital retraite, et l'assurance perte de revenus, maintien de revenus lors d'un événement qui affecte l'activité de l'entreprise. L'assurance des véhicules professionnels est également une assurance qui peut présenter un caractère obligatoire en fonction de votre secteur d'activité. Cette assurance concerne les entreprises de transport ou encore les commerces ambulants comme les food trucks ou les camions de pizza. L'assurance porte sur le véhicule, le chauffeur et éventuellement ses passagers selon la formule choisie au tiers étendu ou tout risque. L'assurance de responsabilité civile contre les accidents du travail est une assurance obligatoire pour les entreprises indépendamment du nombre de salariés. Cette assurance couvre les accidents survenus sur le lieu du travail pendant les heures de travail, les accidents survenus lors de déplacements professionnels et les frais de santé liés à ces accidents du travail. D'autres assurances professionnelles sont à prévoir lors de la création d'une entreprise. L'assurance multirisque professionnelle. Ce contrat couvre tous les risques liés à votre activité et protège le patrimoine mobilier et immobilier de l'entreprise, locaux, matériel, stock. Elle couvre notamment les risques d'incendie, de dégâts des eaux et d'électricité, mais aussi de vols, d'actes de vandalisme et d'événements climatiques. En pratique, l'assurance multirisque professionnelle est souscrite par le dirigeant d'entreprise s'il s'avère que l'assurance RC Pro est insuffisante. C'est une assurance sur mesure. L'assurance perte d'exploitation. Ce contrat peut être inclus dans l'assurance multirisque professionnelle. Il assure une protection financière en cas de ralentissement ou d'arrêt d'activité en prenant temporairement en charge le paiement d'un loyer ou de charges fixes par exemple. L'assurance décennale professionnelle. Ce contrat d'assurance est obligatoire pour tous les constructeurs et les prestataires liés à un maître d'ouvrage, contrat de louage d'ouvrage par exemple. Peut être incluse une garantie décennale spécifiquement dédiée aux entreprises du BTP et aux artisans. Le maître d'ouvrage doit obligatoirement souscrire une assurance dommage ouvrage. Bon à savoir, si vous êtes concerné par cette assurance décennale, sachez que vous devez obligatoirement remettre à votre client ou au maître d'ouvrage votre attestation de garantie décennale avant le début des travaux. Quelles obligations pour l'entrepreneur quant au contrat de mutuelle? Depuis le 1er janvier 2016, tous les employeurs du secteur privé, hors particulier employeur, doivent impérativement proposer une mutuelle d'entreprise à leurs salariés, y compris aux apprentis s'ils n'en disposent pas. La souscription à une mutuelle d'entreprise, complémentaire santé collective, doit intervenir dès l'embauche du premier salarié. Il convient d'identifier les besoins de vos salariés et de déterminer un budget afin de choisir la plus adaptée à votre situation. À ce moment-là, vous pouvez conclure un contrat avec la mutuelle et informer vos salariés. Par ailleurs, l'employeur doit également prendre à sa charge au moins 50% de la cotisation d'assurance.
Bon à savoir, cette fois encore, le salarié a la liberté de refuser la mutuelle proposée par son employeur sous certaines conditions. Mais qu'en est-il d'un dirigeant d'entreprise? La question de la mutuelle dépend du statut social du dirigeant d'une société. Seulement les dirigeants qui se rémunèrent sous le statut d'assimilés salariés, les présidents d'une SAS ou d'une SASU ou les gérants minoritaires ou égalitaires d'une SARL, peuvent bénéficier de la mutuelle entreprise souscrite par leur société. Bon à savoir encore, rien n'empêche un dirigeant indépendant de souscrire à une couverture adaptée aux indépendants. Créateur d'entreprise, voici 5 bonnes raisons de passer par un incubateur d'entreprise. Vous avez une idée d'entreprise en tête que vous pensez brillante et que vous vous verriez bien développer. Ou vous êtes déjà au stade du lancement. Et si vous lanciez cette fameuse start-up ou poursuiviez votre chemin en prenant part à un incubateur d'entreprise. En découvrant ce module, vous en devinerez aisément, je l'espère, l'intérêt que cela représente pour tout nouvel entrepreneur. Un incubateur soutient les jeunes entreprises dans la phase initiale de développement et de mise en œuvre de leur idée commerciale. Les programmes d'incubation sont particulièrement précieux pour les jeunes fondateurs. Des services tels que l'accompagnement professionnel, le mentorat, l'aide financière et la mise à disposition de l'infrastructure nécessaire, par exemple des bureaux, sont des éléments importants d'un tel programme. En retour, l'incubateur reçoit une participation plutôt faible, de l'ordre d'un pourcentage à un chiffre de la part de l'incubé. Il existe désormais un très grand nombre d'incubateurs partout en France, proposés par des entreprises, des organisations indépendantes, des universités, etc. En tant que futur créateur d'entreprise, vous devez toutefois savoir que chaque incubateur offre des services différents. C'est pourquoi il est important d'évaluer quel incubateur est le meilleur pour votre réussite. Quoi qu'il en soit, voici 5 bonnes raisons de se lancer dans un incubateur. Première bonne raison, l'accès à un réseau. Dans le monde des startups, ou ne serait-ce que dans le monde des affaires en général, le réseau est votre sésame. Celui-ci vous ouvrira des portes. Les incubateurs qui fonctionnent depuis un certain temps, qui ont fait leurs preuves et qui disposent d'une équipe de gestion solide, ouvrent une multitude de réseaux. En tant que jeune entrepreneur, vous pourrez vraiment en tirer parti. Exploitez ce réseau en prenant part à des événements, en demandant à vous faire présenter, en essayant de bénéficier de séances de coaching ou tout simplement en faisant connaissance avec d'autres membres de l'incubateur. Car vous êtes peut-être très confiant quant au succès de votre future entreprise qui vient d'intégrer un incubateur et qui a donc le vent en poupe. Mais il y a une différence entre ce succès initial et la réussite de votre entreprise qu'il va falloir développer et faire croître. Un bon produit ou service ne suffira pas. Le réseau est là pour booster votre entreprise. Le simple fait d'échanger et d'établir des relations avec d'autres professionnels vous aidera grandement. Si vous n'avez jamais créé d'entreprise auparavant, il vous sera probablement difficile de développer un réseau solide sans une base de relations professionnelles et de connexions dans le secteur. C'est ce que peut vous offrir un incubateur. Lorsque vous rejoignez cet incubateur, vous avez accès à toutes les entreprises incubées et à tous les individus qui le composent, ce qui rend le fait de faire du réseau simple et accessible. En construisant votre réseau, vous obtiendrez des contacts, des références, de nouvelles opportunités d'affaires et souvent une visibilité dans le secteur même dans lequel vous essayez de vous développer. Deuxième bonne raison, la possibilité de faire du coworking. Tout comme les espaces de coworking, les incubateurs offrent une gamme de différents types d'espaces qui vous reviendront bien moins cher que si vous aviez dû louer ou acquérir vous-même votre propre local. La location d'un espace de bureau est généralement l'une des dépenses les plus importantes pour une entreprise, ce que vous ne pouvez probablement pas vous permettre lorsque vous débutez. De nombreux incubateurs proposent des options flexibles pour répondre à vos besoins et à votre budget. Vous pouvez avoir accès à un bureau fermé, mais aussi à un système de reprographie, à des salles de réunion, etc. Être dans un incubateur, c'est aussi intégrer un lieu au sein d'espaces physiques où de nombreux éléments sont mutualisés. Vous avez ainsi accès à des ressources professionnelles,
qui ne vous étaient peut-être pas accessibles auparavant, qu'il s'agisse de formations, de logiciels ou d'outils commerciaux. De nombreux incubateurs offrent des formations, des sessions d'information, des événements. Et tous ces événements sont généralement organisés en un seul et même lieu, à l'adresse de l'incubateur. Ce qui signifie que vous n'aurez pas besoin de vous déplacer chaque fois que vous pensez qu'un atelier sera bénéfique pour votre entreprise ou votre équipe. Troisième bonne raison, une façon de garder le cap. Que vous soyez en phase de démarrage ou que vous gériez votre entreprise depuis quelques années, un incubateur d'entreprise peut vous offrir une structure indispensable qui vous aidera à rester focus sur votre activité à un moment critique où vous essayez de la développer. Au premier stade de la création de votre entreprise, l'objectif principal est presque toujours de vous assurer que l'entreprise reste à flot. Comme l'infrastructure nécessaire à la gestion d'une entreprise est déjà en place lorsque vous arrivez dans un incubateur, vous pouvez vous concentrer uniquement sur le cœur de votre entreprise sans avoir à vous soucier de toutes les distractions qui surviennent généralement pendant cette période. Vous disposerez enfin du temps nécessaire pour atteindre tous les buts et objectifs commerciaux que vous vous êtes fixés pour votre croissance, ce qui devrait faciliter votre réussite actuelle et future. Quatrième bonne pratique, l'intérêt pour le financement. Si vous demandez autour de vous à ceux qui, comme vous, se lancent dans l'aventure de l'entrepreneuriat, posez-moi la question, je vous répondrai la même chose. Quel est le plus grand défi ? La majorité répondra, et moi aussi, le financement. C'est ce qui vous permet de vous développer plus vite. Et si vous arrivez sur le marché avec une nouvelle idée ou une nouvelle technologie, vous aurez forcément besoin de financement à un moment donné. En général, les incubateurs ont des partenariats ou au moins des liens solides avec des investisseurs ou des sociétés capables de vous financer. Grâce au conseil et au réseau de l'incubateur, il vous sera beaucoup plus facile d'obtenir un financement au démarrage. Il existe même des incubateurs qui investissent directement dans les entreprises incubées. Cela peut peser dans la balance au moment de chercher l'incubateur qui vous conviendra. Cinquième bonne pratique, la possibilité de formation. C'est probablement le plus grand avantage que vous pourrez tirer d'un bon incubateur en étant entrepreneur débutant. Intégrez votre incubateur l'esprit ouvert, prêt à écouter et à prendre conseil auprès de plus expérimentés que vous. Certains incubateurs organisent des sessions de formation sur le développement commercial, les ressources humaines, le marketing, le droit, etc. Essayez d'assister à un maximum de toutes ces formations, de manière à pouvoir appliquer aussi rapidement que possible toutes ces nouvelles connaissances et méthodes à votre entreprise. Bien sûr, le succès de votre entreprise dépend en fin de compte de votre capacité à développer des produits et des services qui intéressent les gens et de votre capacité à innover, à vous adapter et à tenir vos promesses. Mais si vous démarrez et avez très peu de ressources, considérez la possibilité d'intégrer un incubateur. Les possibilités d'améliorer vos chances de réussite sont là. Trouvez le bon incubateur qui vous convient et lancez-vous ou accélérez. Comment créer une entreprise ? La création d'une entreprise et de sa structure juridique n'est pas un métier au sens traditionnel du terme. Il s'agit plutôt de la conduite d'un projet qui s'appuie ou non sur des capacités professionnelles préexistantes. Création, reprise, franchise sont autant de cas possibles. La période de lancement d'une entreprise nécessite une forte charge de travail et une polyvalence sur l'ensemble des activités. Pour créer son entreprise, il faut procéder par étapes. Cela permet de mettre en place son projet convenablement en suivant une démarche logique. Les principales étapes pour la création d'une entreprise sont la validation de l'idée, le business plan, les choix de création, le local, le financement, les démarches de création et le démarrage de l'activité. Nous allons vous donner à présent quelques astuces pour mener à bien votre projet en plusieurs étapes. Passer de l'idée au projet de création de l'entreprise. Pour créer son entreprise, la première étape consiste à développer son idée pour en faire un véritable projet. Vous devez obtenir un aperçu très précis de votre future activité. Quel est le business model? Quels sont vos objectifs? Où est-ce que l'activité va être exercée? Quel type de local avez-vous besoin?
Comment allez-vous vous approvisionner? Auprès de quels fournisseurs? Dans quelles conditions? Quel sera le processus de vente? Comment comptez-vous développer votre clientèle? Quels sont les investissements à prévoir par rapport au projet? Lorsque cela est possible, il peut être intéressant de tester son projet. Le portage salarial, les couveuses d'entreprise et la micro-entreprise sont autant de solutions envisageables. Ensuite, il faut aussi s'interroger à propos de la faisabilité du projet. Êtes-vous capable de conduire un tel projet en termes de compétences, de diplômes, d'expérience? Disposez-vous des ressources financières suffisantes pour envisager une création d'entreprise? Pouvez-vous vous permettre de quitter votre emploi pour démarrer un projet? Ou le cas échéant, pouvez-vous cumuler votre emploi avec votre projet? Avez-vous bien mesuré les changements que va entraîner la création de votre entreprise sur votre vie personnelle? Si vous avez besoin d'autres personnes pour lancer votre projet, les avez-vous trouvées? En parallèle, si votre projet le nécessite, c'est à ce moment-là que vous devez protéger votre projet de création d'entreprise. Dépôt d'une marque, dépôt d'un brevet. Lorsque le projet de création d'entreprise est mûrement réfléchi et réalisable, vous pouvez alors passer à l'élaboration du business plan. Faire un business plan ou un prévisionnel simplifié. L'élaboration du business plan n'est pas une étape à réaliser systématiquement. Tout dépend de votre projet. Le business plan complet est nécessaire pour les gros projets de création d'entreprise et pour ceux qui ont besoin de lever des fonds. Cette étape peut être parfois assez longue. C'est le cas lorsqu'une étude de marché est nécessaire et lorsque de gros investissements sont prévus. Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les organismes d'aide à la création d'entreprise peuvent vous aider pour établir votre business plan. Vous bénéficierez également d'un appui intéressant pour avancer dans votre projet. Pour les projets classiques sans financement important, un prévisionnel simplifié convient parfaitement. La démarche de réalisation de votre prévisionnel est enrichissante. Elle vous poussera à vous interroger à plusieurs niveaux. Quel est votre chiffre d'affaires espéré et quelles échéances vos clients paieront? Quels sont les frais de fonctionnement à prévoir? Quelle est la fiscalité la plus adaptée par rapport à votre résultat? Quel est le montant de vos cotisations sociales et à quelles échéances devront-elles être payées? Quel est le fonds de roulement à prévoir au niveau de la trésorerie pour être à l'équilibre? Même si vous n'en avez pas l'utilité, nous vous conseillons de réaliser un business plan rapidement. Cela va vous permettre de matérialiser vos projections financières et, le cas échéant, de les faire vérifier par un professionnel. Il est important d'estimer avec précision vos futurs revenus professionnels. Validez les choix de création au niveau de l'entreprise. Dans cette étape, il s'agit de choisir le statut juridique de l'entreprise. De nombreuses options sont possibles. Entreprise individuelle, EIRL, SARL, ainsi que EURL, SAS et SASU. Le choix n'est pas évident. La forme juridique de l'entreprise a un impact sur plusieurs choix importants que vous devez effectuer, parmi lesquels le régime de sécurité sociale, régime social des indépendants ou régime général de la sécurité sociale, l'imposition des bénéfices professionnels, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, l'étendue de votre responsabilité, illimitée, limitée à vos apports, le fonctionnement juridique de votre entreprise, direction, rapport entre associés. Une réflexion globale est nécessaire au niveau des différents choix à effectuer. En effet, une décision à propos d'un paramètre impacte vos possibilités au niveau des autres paramètres. Voici quelques exemples. Si vous voulez bénéficier du régime micro-entreprise, il faut créer une entreprise individuelle ou une EURL. L'EURL n'est autre qu'une société à responsabilité limitée à associé unique. Il s'agit donc d'une SARL qui ne compte qu'un seul associé. Si vous voulez être affilié au régime général de la sécurité sociale, il faut créer une société par action. Enfin, si vous voulez limiter votre responsabilité, il faut éviter l'entreprise individuelle et la SNC. En l'absence de connaissances suffisantes, cette étape n'est pas simple. Dans ce cas, il est recommandé de se faire conseiller par un professionnel. Trouvez le local dans lequel vous allez exercer votre activité. Ici, tout dépend de votre projet. Si vous n'avez pas vraiment besoin d'un local, vous pouvez domicilier votre entreprise chez vous. C'est par exemple le cas si vous travaillez directement chez vos clients ou depuis votre domicile,
sans recevoir de clientèle. Si vous avez besoin d'un local, il faut effectuer des recherches. Pour cela, vous devez lister vos critères: surface du local, zone géographique, équipement nécessaire, stationnement à proximité immédiate. Le choix du local est particulièrement important quand il constitue votre point de vente. Pour ouvrir un commerce, l'emplacement est déterminant. Afin de trouver votre local, les agences immobilières et les sites internet sont incontournables. Il est impératif de vérifier que le local soit conforme à toutes les normes que vous devez respecter dans le cadre de votre activité. Pour prendre connaissance de ces normes, vous pouvez vous informer en mairie. Lorsque vous avez trouvé votre local, vous allez devoir contracter un bail. Ce contrat est très important de par sa durée et l'engagement financier qui en découle. Il faut donc vérifier toutes les clauses qu'il comporte et vous assurer que les conditions proposées vous permettent d'exercer votre activité dans de bonnes conditions. Bouclez le financement de votre projet de création d'entreprise. Après avoir finalisé votre business plan, puis choisi la configuration de votre future entreprise, il faut boucler le financement de votre projet. Dans cette étape, tout dépend de vos besoins. Si vous n'avez pas besoin de financement, vous pouvez passer à l'étape suivante. Si vous financez vous-même votre projet, il suffit de réaliser vos apports lorsque l'entreprise sera créée. Si vous avez besoin de mobiliser des financements externes, emprunts, aides et subventions ou encore levée de fonds, il faut contacter les interlocuteurs concernés et les convaincre de vous suivre. Faute de financement suffisant, le projet de création d'entreprise doit être révisé ou abandonné. Réalisez toutes les démarches pour créer son entreprise. Après avoir ficelé l'ensemble du projet, business plan, financement, local, choix de création, il faut immatriculer l'entreprise pour pouvoir ensuite démarrer l'activité. Les formalités de création à accomplir dépendent du statut juridique de votre entreprise. Lors de vos démarches d'immatriculation, il faut également obtenir toutes les autorisations nécessaires à l'exercice de votre activité. Vous pouvez vous renseigner auprès de votre chambre de commerce et d'industrie ou de votre mairie. Si votre profession est réglementée, vous devez vous informer auprès de l'autorité compétente. Étape à suivre pour donner forme à votre entreprise. Voici 9 étapes clés pour rédiger votre business plan. 1. Rédiger son executive summary. 2. Présenter l'équipe fondatrice. 3. Exposer les valeurs de son projet. 4. Faire une étude de marché. 5. Définir sa stratégie commerciale. 6. Déterminer les stratégies de communication. 7. Établir son business model. 8. Choisir la forme juridique de son entreprise. 9. Trouver des financements. Rédiger son executive summary. Après avoir compris l'utilité d'un business plan, il est temps de se lancer. Pour faire un business plan, l'introduction doit être consacrée à l'executive summary ou résumé opérationnel. L'executive summary est une partie du business plan très courte, 2 pages maximum, et d'une grande importance. L'objectif est de résumer l'essentiel de son business plan de manière très synthétique et de donner une vision globale de son projet. Les éléments à inclure sont les suivants: nom de l'entreprise, nature de son activité, valeur, histoire du projet, audience cible, typologie du marché, concurrents, taille, opportunité. Il est aussi souvent essentiel de présenter l'équipe dirigeante. Présenter l'équipe fondatrice. Pour créer un business plan personnalisé dans lequel transparaissent les valeurs des fondateurs, il est essentiel de présenter la formation, le parcours et les compétences de chaque membre de l'équipe. Le rôle de chaque cofondateur, futur associé de l'entreprise, devra également être précisé dans le business plan. Il est également nécessaire de désigner la personne qui aura le rôle de représentant légal de la société et de dirigeant. Le but est de mettre en avant la complémentarité de leurs compétences respectives afin de convaincre les potentiels financeurs et partenaires de la pertinence de son projet. Exposer les valeurs de son projet. Il est essentiel d'exposer dans son business plan les valeurs qui animent l'équipe dirigeante et qui constituent le point de départ de sa motivation. Ces valeurs d'entreprise peuvent être le sens du service, l'expertise dans un domaine ou l'impact social du projet. Faire une étude de marché. Pour élaborer un business plan solide,
3 éléments principaux doivent être analysés dans le cadre d'une étude de marché. L'offre, il faut identifier l'offre disponible sur le marché visé. Les concurrents en sont la composante essentielle. Il est important de savoir combien de concurrents sont présents sur le marché, la variété de leur offre et les tarifs pratiqués. Comprendre leur stratégie commerciale et opérationnelle est également essentiel pour appréhender au mieux l'offre existante sur le marché. La demande. Il est également indispensable de procéder à une étude attentive de sa clientèle cible, de ses habitudes de consommation, de son budget moyen, de ses attentes non satisfaites, etc. Une potentielle carence de marché. L'identification d'un ou plusieurs besoins non satisfaits par la concurrence permet de déterminer les avantages concurrentiels exploitables par son entreprise. Pour cerner son marché cible, le mieux est d'aller à la rencontre des clients, concurrents et autres acteurs du marché. La règle est simple, pour créer son business plan, je dois être capable de comprendre les attentes concrètes de ma future clientèle. Définir sa stratégie commerciale. Pour définir une stratégie commerciale, de nombreux entrepreneurs utilisent la méthode des 4 P. Price, prix. Il faut établir une liste de l'offre de produits et ou services de son entreprise, les formules proposées, détailler les prix, grille tarifaire, tarifs dégressifs, etc. P comme product ou produit. Un catalogue des biens et services ou services doit être dressé avec leurs caractéristiques, leurs atouts de différenciation, les packs proposés, les offres promotionnelles, etc. Le 3e P signifie place ou distribution. La stratégie de distribution doit être définie avec soin. Il faut déterminer par quel canal l'entreprise vendra ses produits ou services, boutique physique, en ligne, en passant par des distributeurs ou autres intermédiaires. Le dernier P signifie promotion, communication. Ce point correspond à la stratégie de communication. Le fait de définir une stratégie commerciale est aussi important pour un projet d'envergure comme un business plan de parc de loisirs que pour un projet plus modeste comme l'ouverture d'un food truck. L'important est de planifier une stratégie viable, rentable, peu importe la taille de votre entreprise. Déterminer sa stratégie de communication. Déterminer sa stratégie de communication pour monter un business plan permet de d'abord définir l'image de son entreprise, c'est-à-dire donner une identité propre à celle-ci en choisissant sa carte graphique, logo, couleur, etc. et son discours commercial, mots-clés à employer pour déclencher la vente. Ensuite, faire connaître son entreprise, il faut déterminer les canaux qui seront exploités pour faire la promotion de son entreprise. Création d'un site web, distribution de flyers, réseaux sociaux, journaux, TV, publicité dans les transports. La stratégie de communication ne doit pas être négligée dans son business plan. Aujourd'hui, réfléchir à une stratégie de communication est un enjeu vital. Établir son business model. Construire un business plan convaincant implique de déterminer le modèle économique de son entreprise. Cette partie se prête particulièrement bien à l'élaboration de tableaux prévisionnels financiers. 2 tableaux doivent impérativement figurer afin de présenter son modèle économique. Tableau sur le chiffre d'affaires minimum espéré. Ce tableau doit présenter de façon réaliste le chiffre d'affaires espéré. Pour cela, il faut estimer le nombre de ventes réalisables par jour, le panier moyen d'un consommateur, les coûts liés à la création et au fonctionnement de son entreprise, loyer si location d'un local, coût de fabrication du produit ou de fourniture du service, coût d'achat des matières premières, remboursement d'un emprunt, impôts, salaires, rémunération des dirigeants, etc. Enfin, comparer son modèle économique à ceux pratiqués dans le secteur cible permet d'évaluer la pertinence de son business model. Tableau sur le plan de financement. Encore une fois, il s'agit d'être réaliste. Minimiser volontairement ses besoins financiers pour obtenir des financements plus facilement serait une erreur. Cela serait interprété comme une mauvaise anticipation de la part de l'équipe dirigeante. Le plan de financement doit décrire la totalité des besoins nécessaires pour lancer son activité, ainsi que les ressources déjà mobilisées, les ressources internes. La différence entre les 2 tableaux permet de déterminer son besoin de financement extérieur. Choisir la forme juridique de son entreprise. Le choix de la forme juridique de son entreprise jouera un rôle dans l'élaboration de son business model et de son business plan. En fonction du statut juridique choisi, les régimes fiscaux et sociaux applicables, ainsi que les dépenses afférentes,
Régime d'imposition, charges sociales et frais administratifs seront différents. Ces frais doivent être pris en compte dans le prévisionnel des dépenses de création et de fonctionnement de son entreprise. Par ailleurs, à ce stade, il est important d'avoir une idée du lieu de domiciliation de la future entreprise. Chez l'un des fondateurs, dans un espace de coworking, auprès d'une société de domiciliation ou dans un local commercial, par exemple. Trouver les financements. À ce stade de rédaction de son business plan, l'entrepreneur a en main tous les éléments clés qui caractériseront son entreprise et qui lui permettront d'atteindre à terme le seuil de rentabilité. Pour finir de construire un business plan, il ne reste plus qu'à détailler les solutions de financement externe de son entreprise. Pour partir à la conquête des financements extérieurs, nécessaires au lancement de son activité, se munir de son business plan est indispensable. Présenter un business plan solide permet d'obtenir plus facilement des financements auprès de potentiels investisseurs, des banques ou encore des aides à la création d'entreprises allouées par l'État. Est-ce que xam ngeen le leader de la formation en informatique day maye ay bourses? Waaw, dañuy maye ay bourses. Fintech Academy lance des cours d'été de l'Université populaire du numérique. Tu peux te former à Word, Excel, PowerPoint, cybersécurité, création d'entreprise, gestion de projet, management, infographie, administration réseau et bien d'autres. Inscris-toi, connecte-toi, progresse. En fin de parcours, si tu souhaites valider tes acquis, tu pourras passer une évaluation finale. Et en cas de réussite, une attestation te sera délivrée moyennant des frais d'évaluation. Les inscriptions sont ouvertes sur www.senegal.santechacademy.com. Formez-vous aujourd'hui, transformez votre demain.